Parti. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce nouveau webinaire, le premier depuis le début de notre série, qui est consacré à un secteur d'activité particulier, les métiers du tourisme, de l'événementiel, de l'hôtellerie, des cafés-restaurants. Il va se dérouler dans les mêmes conditions que les précédents, à savoir une trentaine de minutes d'exposé, de présentation, puis une quinzaine de minutes d'échange, de questions-réponses. D'ores et déjà, j'indique à tous nos participants que vous pouvez poser vos questions par écrit, en ligne, dans l'espace qui vous est réservé. Et nous tenterons, dans la mesure du possible et de nos connaissances à l'instant, d'y répondre dès la fin de l'exposé. Alors, notre présentation se fera en deux parties. En premier lieu, les enjeux sociaux et RH de la reprise d'activité. Puis en seconde partie, nous verrons les dispositifs d'aide financière ainsi que les enjeux économiques de cette reprise. Avant de vous présenter mes coéquipiers d'animation, je vais me présenter à vous. Donc, Jean-Marie Godard, expert comptable associé de Baker Tilly Strego. J'exerce mon activité de conseil et d'accompagnateur de chefs d'entreprise à Chartres depuis près de 30 ans. Dans des domaines variés, de taille PME, TPE, et bien évidemment, pour un certain d'entre eux, relève du domaine d'activité qui est scruté aujourd'hui, le HR et le tourisme. Pour m'accompagner aujourd'hui et par ordre d'apparition, une habitée du webinaire, elle est expert comptable à Cholet. C'est notre directrice opérationnelle du pôle RH et conseil social. Elle est formatrice à 16 heures. C'est Liliane Coutantin. Pour co-animer avec Liliane la première partie, il est avocat chez Horatio, à Angers, et spécialisé dans le conseil et le droit social. C'est Eddy Mariel. Enfin, pour présenter la partie purement économique et financière, c'est une expert comptable en herbe. Elle est responsable de mission chez Baker Tilly Strego à Nantes. Elle accompagne notamment les créateurs et repreneurs d'entreprises et se spécialise dans le domaine du commerce de proximité et des activités HR. C'est Marion Mornay. Alors, en guise d'introduction, et avant de passer la parole à Liliane pour entrer dans le vif du sujet, et au nom des chefs d'entreprise du tourisme, de l'événementiel, des cafetiers, hôteliers, restaurateurs, j'ai envie de vous et de nous poser la question suivante. Après un printemps confiné, marqué par une fermeture administrative inédite pour cause de santé publique, comment peut-on envisager cet été 2020 qui vient tout juste de démarrer? Nuageux ou ensoleillé? Liliane, je te cède volontiers la parole. Merci Jean-Marie, bonjour à tous et à toutes et encore merci pour votre présence. Donc pour essayer de répondre à la question de Jean-Marie, eh bien on va faire en sorte de vous donner des ingrédients pour réussir la saison estivale. Alors, puisqu'en effet, depuis 3-4 mois, vos établissements sont fermés et vos questions éternelles depuis le 11 mai, c'est la reprise, c'est quand? La saison estivale 2020 va-t-elle pouvoir commencer? Et puis, une fois commencée, eh bien, quels sont les objectifs? Donc, le premier objectif, c'est de réussir la saison estivale. La réussir comment? En s'adaptant au monde de l'après-confinement, du déconfinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir réussir votre saison estivale de juillet-août, une adaptation est nécessaire pour assurer la santé de vos salariés et de vos clients. Ça va être donc la première étape qui apparaît à l'écran actuellement, c'est-à-dire apprendre à faire confiance pour réussir la reprise et prévenir la santé des clients. Apprendre à faire confiance, c'est permettre à des salariés qui peut-être aujourd'hui ont peur de reprendre leur activité, mais tout simplement aussi vos clients, la peur de sortir, la peur de voyager, bien leur donner envie de venir consommer chez vous. Donc ça va être la première étape et ça répond à la nécessité, réussir la saison estivale, s'adapter au monde de l'après-confinement, c'est une adaptation permanente. Alors vous allez me dire pourquoi faire? Quel intérêt de s'adapter? S'adapter, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour prévenir la santé économique et financière de votre entreprise et des emplois demain. Ça sera votre étape numéro 3. Bien sûr, vous allez y penser maintenant, mais en réalité, ça sera un point où vous allez passer du temps plutôt après la saison.
Par contre, pendant la saison, pendant ces 2 prochains mois, vous allez observer, vous allez analyser et ça va vous permettre de vous questionner sur les leviers de performance RH et financiers à optimiser ou non. Et puis, sans oublier, bien sûr, pour pouvoir réussir la saison estivale, vous avez votre étape numéro 2 que vous allez devoir conduire en même temps que l'étape numéro 1, puisque du fait d'une date d'ouverture annoncée de vos établissements plutôt tardive, vous n'avez pas pu vous adapter à l'organisation de la saison. Donc là, vous allez devoir vous adapter à des flux certainement de réservation de dernière minute, donc une accélération de l'organisation de la saison. Alors, 3 étapes à conduire simultanées, une étape 1 et l'étape 2 presque immédiate et l'étape 3 après une phase d'observation pour les deux mois à venir. Alors, vous allez me dire, ces étapes, elles sont importantes. Pourquoi? Eh bien, parce que la ressource clé dans votre secteur, c'est le capital humain. Et pour réussir la reprise, donner un renouveau à votre activité, vous devez concentrer vos efforts sur le capital humain et le sécuriser. Alors, comment? Eh bien, nous allons vous recommander 4 éléments avec Teddy, notre avocat en droit social. Alors, les 4 éléments, eh bien, c'est le diaporama qui suit. 4 éléments. Vous avez le document unique d'évaluation des risques, qui est un document obligatoire, mais aussi un outil de pilotage pour la santé au travail, la santé de vos clients. Donc, ça va être la base. Pourquoi ce document obligatoire et outil de pilotage? C'est qu'il va vous permettre de reprendre votre activité plus sereinement, notamment en privilégiant la qualité de vie au travail nécessaire, en favorisant, en incitant le recrutement et l'organisation du travail de la saison. Et puis, ça va vous permettre d'employer, de servir l'employabilité, les ressources que vous avez actuellement, les ressources disponibles, gérer les compétences à votre service et à acquérir, puisque le document unique d'évaluation des risques, comme on va vous expliquer, c'est en fonction des emplois. En fonction des emplois, il y a des risques et derrière, il y a certainement des adaptations. Et l'ensemble, le 4e point, ça sera les ressources financières, mais également les charges qui encombrent votre service. Alors, avant de laisser la parole à Teddy, en tant que facilitatrice RH de nos employeurs, de nos chefs d'entreprise, eh bien, je souhaiterais, Teddy, que tu nous apportes ton point de vue sur le déploiement du document unique d'évaluation des risques et sa mise à jour. Et également, quels sont les intérêts majeurs du document unique dans ces secteurs, puisque nous avons une population, je dirais, plutôt atypique, beaucoup de CDD, beaucoup d'extras, de saisonniers. Et donc, est-ce que ce document est approprié? Et puis, s'il n'était pas parfaitement utilisé, en cas de conflit de prud'homme, que se passerait-il? Je te laisse la parole. Très bien, merci Liliane. Bonjour à tous. Liliane, tu as parlé du document unique d'évaluation des risques. Qu'est-ce que c'est? Très concrètement, c'est un document qui a vocation à regrouper l'ensemble des données relatives à l'évaluation des risques professionnels et de permettre le suivi de la démarche prévention dans l'entreprise. En pratique, c'est un document qui se présente sous forme de plusieurs tableaux, au sein desquels on va d'abord lister l'identification des risques au sein de l'entreprise, ensuite la gravité et la fréquence de ces risques dans un second temps, puis dans un troisième temps, les mesures qui sont mises en œuvre au sein de l'entreprise pour prévenir ce risque, les mesures immédiates et les mesures à venir, pardonnez-moi. C'est donc un outil de synthèse pour les salariés, aussi bien les salariés en CDI, les emplois permanents, que les salariés en contrat court, les CDD, extra ou activités saisonnières. Donc un outil qui permet de comprendre les risques liés à l'environnement de travail et les mesures prises en vue de les éviter. Cet outil-là complète au final la communication qui est faite auprès des salariés à ce sujet, communication qui peut être notamment appuyée des fiches métiers édictées par le ministère du Travail. L'intérêt de tout cela, au-delà de cette communication, c'est en amont d'associer les salariés à cette démarche d'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Alors, très simplement, en les questionnant notamment sur leur poste et les risques et les différentes situations de travail à risque
qu'ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Autre élément très intéressant pour l'élaboration de ce document unique, c'est d'associer absolument les élus, les représentants du CSE, un comité social économique, lorsque l'entreprise en dispose. Aussi, autre personne à associer au sein de l'entreprise, c'est lorsqu'il existe le référent sécurité qui a été désigné par le chef d'entreprise au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut rappeler absolument, c'est que les salariés sont acteurs de leur prévention. Ils doivent prendre soin de leur santé et de leur sécurité, mais aussi de celle des autres. La sécurité, c'est un devoir collectif au sein de l'entreprise. La communication est extrêmement importante, que ce soit en amont ou a posteriori. Et je vous livre là un exemple très simple, c'est que dans les prémices, dans les premiers jours du confinement et l'émergence de ce Covid, on a eu beaucoup de retours de clients et qui nous questionnaient notamment sur le point de savoir si leurs salariés étaient fondés ou pas à faire valoir leur droit de retrait. C'était quelque chose qui, notamment au mois de mars ou au mois d'avril, était assez courant. Chaque salarié, enfin beaucoup de salariés souhaitaient faire valoir leur droit de retrait. L'intérêt de cette communication, c'est d'expliquer aux salariés que le droit de retrait, c'est en cas de danger grave et imminent, et que l'existence d'une pandémie mondiale ne justifie pas à elle seule l'exercice justifié d'un droit de retrait. Donc, ça permet en amont, par cette communication, de déminer des potentiels contentieux devant un conseil de prud'homme, puisque bien évidemment, le droit de retrait, si le salarié l'exerce, il va y avoir très souvent un non-paiement du salaire correspondant à la période du droit de retrait, et le salarié va venir contester cela devant le conseil de prud'homme. Donc, une communication en amont permet de déminer des situations conflictuelles, notamment en matière de sécurité et de santé du salarié. Il y a un intérêt à l'élaboration de ce DUER, ce document unique d'évaluation des risques. L'intérêt premier, c'est la conformité, tout simplement, de l'entreprise, puisqu'il s'agit, Liliane l'a rappelé, d'une obligation. Conformité qui sera bien évidemment appréciée par l'inspection du travail. Le ministère du Travail était très clair, il y aura des contrôles vis-à-vis notamment des démarches financières qui sont faites au titre de l'activité partielle. Donc, lorsqu'un inspecteur du travail va venir contrôler de manière administrative, il sera tenté, bien évidemment, de regarder s'il existe un document unique et s'il est tenu à jour. Autre intérêt que je vois tout de suite, c'est un outil de prévention, au final, donc fatalement de diminution des risques professionnels au sein de l'entreprise et indirectement de diminution des absences des salariés dues à des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Et donc, c'est très intéressant de conserver au maximum l'employabilité de son personnel en évitant les périodes d'arrêt de travail, puisqu'on a des temps quand même assez difficiles pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Merci Teddy donc pour ces précisions. Ce que je retiens dans ta présentation concernant le document unique d'évaluation des risques, c'est que c'est un outil de communication, de dialogue social et comme tu l'as dit, qui permet à chacun d'être consommateur de sa santé. Donc, un premier levier RH et de performance à privilégier dans les axes d'études après saison notamment. Alors ensuite, on va passer au deuxième ingrédient qui est l'organisation du travail et performance pour s'adapter et réussir la reprise. Alors, Teddy, dans ce cadre-là, tu sais que nos employeurs et chefs d'entreprise n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre, sauf que pendant 3-4 mois, ils n'ont pas forcément pu adapter leur recrutement. C'est un secteur, ce sont des secteurs où nous avons souvent des CDD, des extras, des saisonniers. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la reprise d'activité, parce que ça va forcément modifier quelques pratiques courantes. Quels sont des points de vigilance que tu pourrais nous apporter concernant ces contrats avant d'annoncer des solutions alternatives?
Très bien, Liliane. Alors, déjà, un petit point sur la situation actuelle, hein. On a beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié ou qui ont sollicité l'activité partielle dans l'hypothèse d'une baisse d'activité. Pour les salariés permanents, la baisse d'activité a été palliée par l'activité partielle. Aujourd'hui, on peut, et on rencontre souvent des situations dans lesquelles on a une augmentation d'activité. Donc, ça peut être pallié à la marge par simplement des heures supplémentaires, hein, bien évidemment, mais on a une limite qui est que les heures supplémentaires coûtent plus cher que les heures normales, et puis également on est limité par les durées maximales du travail. Et donc il peut être facile pour un employeur, notamment dans ce secteur d'activité, de recourir à des contrats courts ou à des extras. Ce qu'il faut savoir sur notamment le contrat d'extra, c'est que la taxe de 10 euros par contrat est toujours en vigueur. Donc on a un surcoût direct, une nouvelle taxe qui est en vigueur depuis le 1er janvier, et cette taxe n'a pas été supprimée. Autre point, on l'a vu tout à l'heure, on a des protocoles sanitaires liés notamment au Covid qui sont assez lourds dans les entreprises. Bien évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on intègre un nouveau salarié, qu'il soit un contrat d'extra pour quelques heures ou alors en contrat CDD court de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, les obligations sont les mêmes, ça reste un salarié comme un autre, et donc fatalement, il faut prévoir un temps pendant lequel le chef d'entreprise ou son représentant va venir expliquer les différentes règles et les différentes mesures de santé qui sont en vigueur dans l'entreprise. Fatalement, à titre d'exemple, hein, lorsqu'on a un contrat court de 3 heures pour une soirée, hein, il faut induire bien évidemment dans le temps de présence le temps qui va être consacré à l'explication des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Donc, parfois une demi-heure, 1 heure. Donc, ça génère indirectement également un surcoût. C'est un point de vigilance à avoir. Autre point hein, sur le CDD, ce qu'il faut savoir, c'est que le CDD, c'est une forme dérogatoire de recrutement des salariés. Et je prends souvent le cas du CDD pour accroissement temporaire d'activité. Il faut bien vérifier que l'existence motif de recours au CDD existe bien. C'est-à-dire que l'entreprise peut faire appel et a pu faire appel à activité partielle, mais il ne faut pas non plus que ça vienne en contradiction avec un recrutement pour CDD, accroissement temporaire d'activité. Donc, bien s'assurer que lorsqu'on recrute un salarié, qu'on ait bien l'activité qui augmente en même temps. Autre point également, un contrat qui est assez courant au sein des HR et tourisme, c'est les CDD d'usage, ce qu'on appelle les CDD saisonniers. Pour ce type de contrat, l'idée c'est d'anticiper au mieux les recrutements des CDD saisonniers en fonction des prévisions de l'activité, en tout cas de ce qui est possible de prévoir. C'est vrai que c'est toujours difficile d'anticiper, surtout en ces périodes-là, mais le mieux c'est de coller au plus près des besoins de l'entreprise. Il existe un outil qui est très souple et très facile d'utilisation une fois qu'il est mis en place. C'est tout ce qui est relatif à l'aménagement du temps de travail, ce qui passe notamment par un accord d'entreprise. Donc ça, on le verra dans un second temps. Et c'est un outil qui permet d'adapter presque à la carte son temps de travail, en tout cas le temps de travail dans l'entreprise. Merci Teddy pour ces précisions. Ce que je peux retenir et au nom de nos chefs d'entreprise et puis les employeurs, c'est qu'en fait, c'est d'étudier, si possible, la politique de recrutement sur une année, de viser pourquoi pas des aménagements du temps de travail que tu vas nous expliquer ci-après, de voir également la polyvalence qui peut être organisée en intersaison. En tout cas, les extras, les CDD courts, ça reste une situation exceptionnelle, d'autant plus que si on cumule l'ensemble des formalités, le document unique d'évaluation des risques, comme tu as dit, mais le contrat de travail, les formalités d'embauche, eh bien, c'est un surcoût qui est relativement important. Donc, comme on est à la recherche de leviers RH et financiers, eh bien, le conseil qu'on peut donner à nos clients, employeurs, c'est de réfléchir également sur une politique de recrutement et d'aménagement du temps de travail pour l'année prochaine. Alors, à ce propos, justement, Teddy, je vais te poser une question. Nous allons rentrer dans une saison, mais nous n'en connaissons pas, bien sûr, le niveau.
je vais peut-être démarrer une saison doucement. J'ai des salariés permanents. J'avais anticipé quelques saisonniers, puisqu'en fait, j'avais la peur de ne pas avoir suffisamment de main-d'œuvre. Et seulement, est-ce que je vais pouvoir recourir à l'activité partielle réduite? Est-ce que je vais pouvoir rompre un contrat saisonnier par anticipation si l'activité n'est pas là? Et puis, j'ai entendu parler également de prêt de main-d'œuvre. Est-ce que nos employeurs pourront éventuellement y remédier, y toucher, enfin, Faire appel. voilà, pardon. Bénéficier de ce mécanisme. Très bien. Voilà, merci. Sur les contrats saisonniers, les directives sont assez claires, les circulaires sont assez claires. Un contrat saisonnier, un CDD en contrat saisonnier peut parfaitement bénéficier de l'activité partielle. Un point de vigilance quand même à avoir, c'est de contacter son gestionnaire de paye, notamment au Baker Tilly Trego, sur le point de savoir qu'est-ce qui a été sollicité au sein de la demande d'activité partielle, si l'activité partielle a été demandée par l'entreprise préalablement ou alors après le contrat saisonnier. Et au besoin, faire un avenant à cette demande d'activité partielle. Donc, les contrats saisonniers peuvent bénéficier de l'activité partielle, qui permet d'éviter tout simplement de rompre des contrats de travail, en tout cas de tenter de rompre des contrats de travail, puisque les possibilités de rupture du contrat de travail en raison du Covid, pour force majeure, ne sont pas, en l'état actuel des textes, ne sont pas admises. Donc, on se retrouve sur des modes de rupture très compliqués des contrats saisonniers. Donc, c'est une hypothèse qui peut être envisagée, mais vraiment au cas par cas, et on est sur du dérogatoire. Donc là, dans ce cas-là, il est vraiment envisagé une rupture de contrat de travail, envisager vraiment de prendre des conseils et d'avoir le réflexe d'appeler des conseils. Sur les autres formes d'aménagement du temps de travail, enfin, sur les autres formes justement qui permettent d'aménager le temps de travail, on a l'accord d'entreprise. Donc, si l'on ne rompt pas son contrat saisonnier avec ses salariés, on va pouvoir, par un aménagement du temps de travail, faire varier tout simplement la durée du travail sur plusieurs semaines. Pour être très clair, on va avoir une durée du travail dans l'entreprise de 35 heures. Il va y avoir des semaines où l'activité de l'entreprise va nécessiter un temps de travail d'une quarantaine d'heures, et puis d'autres semaines où l'activité d'entreprise va nécessiter un temps de travail moyen de 30 heures par semaine. L'accord d'aménagement du temps de travail permet justement cette variation d'horaire sur l'année, de sorte qu'à la fin de l'année, on arrive à 35 heures à minima, 35 heures lissées sur toute l'année. C'est un mode d'aménagement qui est extrêmement souple et qui permet, moyennant un délai de prévenance, de tout simplement modifier les calendriers prévisionnels des salariés. Donc, cet accord d'entreprise se met en place par une négociation. Donc là, l'importance à nouveau du dialogue social, soit avec un délégué syndical lorsque l'entreprise en dispose, soit avec son CSE directement, les élus, soit lorsqu'elle ne dispose pas notamment de CSE, directement avec les salariés par voie de référendum. Une autre possibilité en cas de baisse d'activité de l'entreprise, c'est de revoir un peu le plan de formation de la société et de l'entreprise, au besoin en sollicitant que certains salariés suivent des formations pour pallier donc des baisses d'activité ponctuelles et lorsque l'activité reprendra, d'avoir des salariés formés et prêts à faire face justement à cette hausse d'activité. Dernier élément que l'on va aborder aujourd'hui, c'est le prêt de main-d'œuvre. Lorsqu'une entreprise a une baisse d'activité, elle a la possibilité tout simplement de prêter, on va dire, ses salariés à une autre entreprise via une convention de prêt de main-d'œuvre. Et inversement, une société qui a tout simplement une hausse d'activité va pouvoir bénéficier de ce renfort de main-d'œuvre de la part d'une autre société. Aujourd'hui, c'est un système qui existait déjà bien avant, mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on a des facilités d'ordre administratif, des facilités au niveau des formalités pour mettre en place ce prêt de main-d'œuvre qui se fait tout simplement entre entreprises. Merci Teddy pour ces précisions.
Donc, ce que je peux retenir à l'issue de cette présentation au niveau RH et juridique, c'est que nos employeurs ont tout intérêt de se pencher sur 2 leviers dans les prochains mois. C'est l'emploi, les besoins en compétences et les modalités du temps de travail. Donc, nous avons trouvé 3 leviers RH et performance cet après-midi pour nos employeurs, le document unique d'évaluation des risques, une étude sur le recrutement de l'année et un aménagement. Avant le 31 décembre, enfin jusqu'au 31 décembre, on a la possibilité d'obtenir des aides de l'État et des OPCO pour le plan de formation, comme tu as dit. Et avant de donner la parole à Marion, si tu en es d'accord, Teddy, nous allons enchaîner sur les ressources et les charges. Et à ce propos, c'est de rappeler à nos employeurs du secteur HCR et tourisme qu'ils vont pouvoir continuer à être indemnisés de l'activité partielle jusqu'au 30 septembre au taux de 70%, soit 84% du net. Que le secteur bénéficiera d'exonérations de charges, d'annulation, notamment selon la 3e loi de finances qui a été promulguée le 18 juin dernier, mais dont on attend les ordonnances et les décrets. Donc, il faut attendre les décrets pour bien expliquer comment on va pouvoir en disposer. Et puis également, par le biais de ces 3 leviers que nous avons expliqués, eh bien, c'est peut-être un moyen de détourner la taxe de 10 € sur les CDD courts et la modulation du taux d'assurance chômage en vigueur. Eh bien, Marion, nous allons te laisser la parole. Jean-Marie, tu peux prendre le relais. Merci Liliane pour ces propos très clairs. On voit bien que l'État poursuit son action pour alléger les charges sociales des entreprises pour le secteur que l'on scrute aujourd'hui. Alors maintenant, Marion, justement, dans ce maquis d'aides nationales, régionales, bancaires et autres organismes dont on entend parler chaque jour, peux-tu nous éclairer en nous détaillant l'ensemble des dispositifs en vigueur? Je te cède la parole. Donc bonjour à tous. Effectivement, Liliane et Teddy vous ont présenté les outils en termes de réglementation et d'organisation du travail, et notamment en termes de contrats pour vos salariés. Nous allons désormais évoquer en fait l'ensemble des mesures financières de soutien au secteur du tourisme. Alors on a un premier volet qui sont les dispositifs mis à disposition directement par l'État. Le premier, c'est la prolongation du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année 2020 pour le secteur du tourisme. En effet, le fonds de solidarité va rester accessible aux entreprises du tourisme jusqu'à la fin de l'année. De plus, les conditions à partir du 1er juin vont être élargies, à savoir que seront éligibles les entreprises du secteur ayant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Auparavant, on était sur des seuils à 10 salariés et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Là, on a des seuils qui sont réélargis et qui permettent de faire rentrer un plus grand nombre d'entreprises dans le dispositif. Donc, c'est un fonds qu'il va falloir aller solliciter si toutefois vous ne l'avez pas encore fait ou si vous n'y étiez pas éligible. Par ailleurs, on vous propose, l'État en fait met en place également donc des reports et des allègements de charges fiscales. Vous avez peut-être pu déjà bénéficier jusqu'à aujourd'hui des reports d'acompte d'IS, voire même de solde d'IS pour les entreprises qui clôturent leur compte au 31 décembre. Des reports aussi de la CVAE. Et donc, vous avez aussi la possibilité de revoir à la baisse les acomptes d'IS avec une tolérance de l'administration qui est supérieure à ce qui peut être le cas en temps normal. Donc, ne pas hésiter à utiliser ces dispositifs-là qui sont mis à votre disposition. Par ailleurs, les collectivités territoriales ont aussi la possibilité de voter des exonérations de charges et notamment la taxe de séjour sur les hébergements touristiques. Donc, voilà, il va falloir suivre l'actualité par rapport à ça parce que vous pourriez, si vous êtes dans ce secteur-là, être amené à bénéficier d'exonérations en termes de taxes de séjour. Les collectivités locales auront également la possibilité de réduire de 2/3 la cotisation foncière des entreprises. Donc cette cotisation est payable au 15 décembre et pour certains, il y avait un acompte à verser au 15 juin qui a pu être reporté. Mais il va pouvoir y avoir des allègements complémentaires sur cette taxe-là dont vous allez pouvoir bénéficier. Et enfin, l'État a aussi voté une annulation de la redevance d'occupation du domaine public pour toutes les périodes de fermeture administrative. Donc c'est des allègements qui vont pouvoir vous donner un petit peu d'air par rapport à tout ça. Le deuxième partenaire que vous allez pouvoir, les autres partenaires que vous allez pouvoir solliciter, ce sont vos partenaires financiers et notamment les établissements bancaires. Vous avez pu d'ores et déjà bénéficier d'un report de vos échéances d'emprunt d'une durée de 6 mois.
Il faut savoir que dans les nouvelles mesures qui sont prévues pour le secteur du tourisme, vous allez pouvoir bénéficier de 6 mois complémentaires et donc d'avoir un report total de 12 mois de vos échéances d'emprunt. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir solliciter auprès de vos établissements bancaires. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'eux pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Par ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du PGE. Vous l'avez peut-être même déjà activé pendant la période de confinement. Dans les nouvelles mesures qui sont proposées au secteur du tourisme, il a été mis en place le PGE saison. Le PGE saison, c'est quoi? C'est juste un rehaussement en fait du plafond auquel vous allez avoir droit pour le PGE. Sur le PGE classique, vous aviez le droit à 25% de votre chiffre d'affaires de l'année 2019. Le PGE saison prévoit finalement un calcul du chiffre d'affaires sur les 3 meilleurs mois de l'année dès lors que vous avez une forte saisonnalité dans votre activité. Ça vous permet donc, si vous avez la majorité de votre activité sur juin, juillet, août, de prendre ces 3 mois de référence pour calculer le plafond maximal du PGE et donc de solliciter une enveloppe complémentaire auprès de votre établissement bancaire. Et enfin, l'autre dispositif qu'on va évoquer par rapport au secteur du tourisme, c'est le prêt tourisme justement qui est mis en place par BPI et qui vous permet d'aller chercher une enveloppe de financement complémentaire pour financer des investissements, pour financer de la mise aux normes ou alors un nouveau mode d'organisation et également de la trésorerie si c'est le besoin que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et donc ce montant, enfin ce prêt tourisme peut être compris entre 50 000 et 2 millions d'euros, donc c'est des enveloppes conséquentes, et il est subordonné à l'octroi d'un autre financement. Donc si vous avez bénéficié du PGE, vous pouvez aller souscrire un prêt complémentaire auprès de BPI pour le même montant. C'est un ratio de 1 pour 1. C'est un financement qui n'est pas négligeable et qui vous permet d'aller chercher de la trésorerie complémentaire pour pouvoir relancer l'activité et redynamiser votre offre. L'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement est centralisé sur un site internet donc qui vous apparaît en fait sur le diaporama, qui est www.plan-tourisme.fr. Vous retrouverez en fait l'ensemble des mesures qui sont mises en place directement sur ce site, donc ne pas hésiter à aller le solliciter et à aller le consulter. Merci Marion pour cet exposé très clair. Alors justement, pour les professionnels qui nous écoutent, peux-tu nous parler des enseignements tirés pendant cette période d'inactivité et des différentes expériences utiles pour la reprise? Alors tout à fait. En tant que professionnel du tourisme, vous évoluez actuellement dans un contexte sanitaire un petit peu compliqué, avec des contraintes réglementaires complètement inhabituelles. Pour autant, le confinement a créé de nouvelles habitudes et de nouveaux modes de consommation. Donc pour rebondir et s'adapter à ces contraintes, il va falloir retravailler votre offre en tenant compte des évolutions qu'on a subies pendant cette période, mais également de la concurrence. Le secteur de la restauration, pour le prendre comme exemple, a développé pendant la période de confinement de la vente à emporter, du click and collect ou encore de la livraison à domicile. Ces évolutions n'ont pas forcément compensé pour tous la perte de chiffre d'affaires, mais elles ont quand même permis d'assurer une continuité et de maintenir un lien avec la clientèle. Aujourd'hui, les clients se sont créés de nouvelles habitudes et donc il va falloir utiliser en fait ces nouvelles propositions, ces nouvelles offres pour redynamiser et peut-être aussi pour maintenir votre activité. Les contraintes auxquelles vous faites face vous obligent à avoir de la distanciation, à peut-être revoir un petit peu votre proposition de valeur. L'utilisation de ces modes de consommation peut vous permettre de maintenir l'activité. Retravailler l'offre, ça peut aussi passer par la définition d'une nouvelle carte. Il va peut-être falloir se pencher sur la définition de la carte, diminuer le nombre de produits afin de limiter les pertes et diminuer le temps de mise en place. Vous avez tous un temps de mise en place dans la restauration pour pouvoir proposer la carte. Diminuer la carte peut réduire ce temps-là et vous permettre justement peut-être de retravailler vos marges. On reparlera des marges par la suite, mais il va falloir aussi prendre en compte les nouveaux modes de consommation. On est sur des logiques de tourisme responsable, de bio, de local, avec une attente de la part de vos consommateurs d'éthique et de transparence. Ces éléments-là peuvent induire des surcoûts qu'il va falloir inclure dans votre politique tarifaire et donc peut-être repasser par une définition des offres. Si on parle également de l'hôtellerie ou du tourisme en général, le travail qui peut être fait peut concerner les modes de réservation, à savoir peut-être limiter un peu le recours aux plateformes de façon à préserver vos marges, ou bien retravailler sur les offres en retirant les offres non remboursables et non annulables dès lors que le marché n'est pas revenu encore à la normale, parce que les clients aujourd'hui ont besoin de flexibilité et de confiance, et donc il faut arriver à les remobiliser en leur proposant peut-être des offres qui seront en mesure de les séduire.
Donc par rapport à tout ça, il faudra pas négliger votre communication. Ça va être le moyen en fait de conserver votre clientèle et de leur faire prendre conscience des évolutions que vous avez pu mettre en place dans votre offre, et puis de communiquer sur les nouveaux modes de consommation et de les sensibiliser peut-être justement au tourisme responsable, au manger mieux et au Made in France. Merci Marion. Alors, en résumé, c'est un peu toujours la même chose. Le mot-clé, c'est adaptation. Adaptation à la situation du moment, surtout au sortir de cette crise sans précédent. Et après, dans tout ça, comment peut-on faire pour s'assurer que notre modèle économique est toujours viable ? Alors en effet, Jean-Marie, tout ce travail autour de l'offre commerciale et de la définition de ce que l'on va proposer à nos clients doit évidemment être accompagné d'un suivi de gestion. On est plutôt bien placé pour vous le dire. Il faut s'assurer de pouvoir prendre les bonnes orientations en tout état de cause et en ayant estimé les conséquences des décisions que l'on va prendre. Il est important de suivre un certain nombre d'indicateurs et de suivre ces indicateurs. Donc la première étape qui va être primordiale, c'est peut-être de travailler justement sur le recensement de vos coûts fixes incompressibles, les coûts de fonctionnement qui ont bénéficié aujourd'hui d'allègements, mais également ceux qui n'en ont pas bénéficié. Et puis d'estimer aussi toutes les charges fixes, y compris la masse salariale fixe, qui doit être intégrée et que vous allez devoir couvrir dès lors que la reprise d'activité sera complètement normale. Liliane et Teddy vous ont parlé de l'activité partielle et des différents dispositifs qui peuvent être mis en place. Il faut savoir qu'il y a quand même une partie de la masse salariale que vous allez devoir couvrir. Il faut chiffrer tous ces besoins. Dans un second temps, il va falloir aussi retravailler sur les marges, comme on l'a évoqué précédemment. Qui dit retravailler sa carte, sa proposition de valeur implique un travail sur les marges. Dès lors qu'on est sur un rythme de croisière d'activité, vous n'avez pas forcément le temps et le besoin, en tout cas à l'instant T, de retravailler ces marges-là, ou en tout cas de se reposer sur le sujet. Aujourd'hui, ça va être un sujet primordial. Il va donc falloir réenvisager le travail des fiches techniques recettes. Retravailler justement dès lors que vos coûts d'approvisionnement ont pu varier. Retravaillez vos fiches recettes et le coût de revient des recettes. La tarification d'une prestation, si vous êtes sur des activités traiteurs avec des prestations de mariage ou des prestations aux professionnels, retravailler ce prix de revient. Ou encore, dans le cas d'un hôtel, retravailler justement le prix de revient d'une chambre d'hôtel en incluant les prestations de ménage avec toutes les contraintes techniques que vous subissez aujourd'hui. Redéterminer ces coûts pour vous assurer une politique tarifaire qui garantira vos marges et qui vous permettra d'assurer la pérennité de votre activité. Et en troisième lieu, ce qui va être important, c'est de déterminer votre seuil de rentabilité dans ce nouveau contexte, à savoir déterminer le chiffre d'affaires à atteindre, un objectif de chiffre d'affaires. Et puis, sans parler aussi que du chiffre d'affaires, c'est le ticket moyen. Quel est votre nouveau ticket moyen que vous allez viser? Quel est le taux de remplissage qui va vous permettre de couvrir tous les besoins que vous avez et notamment justement les charges fixes que l'on a identifiées avec ces indicateurs de gestion. Donc la mise en place d'un tableau de bord et d'un suivi de trésorerie va être primordial pour assurer la pérennité de votre activité. Merci Marion. On arrive au terme de la présentation. On a dépassé légèrement le temps qu'on s'était alloué de 30 minutes, mais si j'en juge par les questions, ça devait être clair puisque j'ai une seule question pour l'instant qui a été posée par Émilie en matière sociale. Alors ça va peut-être vous donner le temps de poser d'autres questions en ligne. Pour nos spécialistes Teddy et Liliane, Émilie nous pose la question suivante. Pouvons-nous avoir recours aux extras avec, dans le même mois, du chômage partiel sur notre personnel permanent? Et exemple, elle nous cite un exemple, je pense que c'est dans le même, c'est la continuité. Nous avons 11 salariés à temps plein et on a besoin de 20 personnes au total sur une journée. Et rien le reste du mois. Vous voyez, ça, on peut imaginer que c'est la grande manifestation, si on peut en faire d'ailleurs, je ne sais pas encore, si on peut faire des mariages comme avant, pour l'instant. Teddy veut nous parler ou Liliane? Je vous laisse la parole. Teddy. Je vais peut-être prendre la parole un petit peu. C'est vrai le besoin en personnel paraît assez exceptionnel. Je pense qu'il est de nature vraiment temporaire. Là, on a pour l'entreprise, on ne connaît pas son secteur d'activité, mais on fait x2 en termes de personnel sur une journée. Donc pour moi, on serait, je pense, dans une tâche de nature temporaire et on rentrerait potentiellement dans
les possibilités de recrutement de salariés par contrat CDD d'usage, par contrat d'extra. La difficulté, c'est oui, comment est-ce qu'on peut recruter du contrat d'extra alors qu'on bénéficie de l'activité partielle? Pour moi, ça ne me choque pas. Dès l'instant que lorsqu'on a besoin de 20 personnes et qu'on a 11 salariés permanents en activité partielle, en chômage partiel, lorsqu'on a besoin des 20 personnes, bien évidemment, on ne va pas recruter 20 personnes en extra. Les 11 salariés permanents vont travailler et le complément pourra être fait par des contrats courts, notamment par des contrats d'extra. Le fait d'avoir une activité partielle, ça permet de pallier les baisses d'activité lorsqu'elles sont justifiées pour les salariés permanents. Là, on a de l'activité pour les salariés permanents, il faut les faire travailler. Et le complément pourra être assuré par de l'exceptionnel, du ponctuel, de manière classique, notamment par du contrat d'extra. Merci Teddy. Alors, je pense que nos auditeurs, nos participants sont timides ou alors on a été trop clair. Je ne vois pas d'autres questions. Vous aurez compris que sur la partie financière notamment, on attend un peu un mode d'emploi sur les nouvelles aides, notamment tout ce qui concerne l'allègement des charges sociales et un fameux crédit de cotisation. Bien évidemment qu'on est constamment en veille et dès que les textes seront sortis, on fera une communication auprès de nos clients, bien évidemment, ciblée comme on a pu déjà le faire. Voilà, écoutez, on est presque en avance sur notre timing, sauf je peux attendre 2 minutes. Si quelqu'un a une question, on pourra y répondre de façon volontiers. Je ne vois pas d'autres questions. On a été trop clair. Si je n'ai pas, je laisse 30 secondes les gens s'exprimer s'ils veulent poser une question. Émilie, est-ce que c'était clair pour elle? Elle me répond pas. Écoutez, encore une fois, après cette brillante exposé de nos différents spécialistes, les réponses données à la question qui nous a été posée par un professionnel, il me reste à vous remercier d'avoir consacré, vous, professionnels, un peu de temps à notre réflexion. Et si d'aventure cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le webinaire sera visionnable en replay sous peu de temps. Et surtout, pour prolonger individuellement nos échanges, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs habituels de Baker Tilly Strego et Horatio Avocat. Nous saurons nous rendre disponibles. Enfin, pour conclure, je nous souhaite à toutes et à tous le plus bel été possible. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À très bientôt. À bientôt.